les autres consonnes de l'alphabet latin. L'alphabet latin a combien de consonnes? 21. Est-ce qu'il faut dire 21 ou 21? Bien, utilisons 21. L'alphabet latin a 21 consonnes. Et ces 21 consonnes, au fait, sont 3 groupes de 7 consonnes. 3 fois 7, 21. 3 groupes de 7 consonnes et chaque groupe est spécifique. Les 7 consonnes qui sont dans chaque groupe ont des fonctions et des rôles qui sont différents de ceux de 7 consonnes qui sont dans un autre groupe. Voilà. Alors, voyons le premier groupe. Le premier groupe renferme les 7 consonnes qui sont les parties de la Terre, les parties du globe terrestre. On trouve ça dans les langues anciennes. Les langues anciennes, notamment les langues bantoues, et au centre de langue bantou, les langues Congo, et au centre de langue Congo, la langue Sundi. Ces langues-là nous parlent des différentes parties de la Terre qui ont été codifiées par 7 sons qui se rapportent à 7 consonnes de l'alphabet latin. Donc, 7 consonnes qui sont les 7 parties de la Terre. Ces 7 parties sont aussi les 7 étapes de la formation de la Terre. Les 7 époques, les 7 étapes. On peut donc les lier aux 7 ères généalogiques donc, que nous avons dans la science moderne. Voilà pour le premier groupe, c'est la création solide de la Terre. Le deuxième groupe, ce sont alors les 7 consonnes qui sont les 7 lois qui planifient la vie à la surface de la Terre. Les sons des 7 consonnes codifient les 7 lois qui gèrent le monde biologique sur la surface de la Terre, la faune et la flore. Justement, c'est donc dans ce groupe où il y a la consonne F. La consonne F est l'une de ces 7 lois et on a vu que c'est la loi de la régulation à la surface de la Terre. Il y a 6 autres lois qui se rapportent à 6 autres consonnes. Et parmi ces consonnes, il y a par exemple la consonne R, donc le son R, qui codifie la loi du rythme à la surface, sur la surface de la Terre. Et ça, on le sait que le monde biologique est régi par la loi du rythme. Et il y a d'autres lois et d'autres consonnes qui signifient autre chose. Alors, le troisième groupe, c'est alors les 7 fausses consonnes, qui sont les consonnes de gestion de la langue. Fondamentalement, l'alphabet latin est fondé sur 14 consonnes, ces 2 groupes-là. Et ces 2 groupes-là, c'est 14 sons qui originellement fondent la langue, fondent les premières langues, les langues anciennes. Dans la pratique du code linguistique, en appliquant les principes du code linguistique, il s'est posé quelques difficultés qu'il fallait résoudre. Et c'est donc pour les résoudre qu'on a créé 7 fausses consonnes. Ces consonnes n'ont pas de personnalité, de définition propre à la différence de ces 2 groupes-là. Ici, ce sont souvent des consonnes doublantes. Voilà. Et tout ceci est tiré de notre livre, le livre qu'on a parlé au début, le Code linguistique universel, qui a été traduit dans les 6 grandes langues européennes. C'est un extrait qu'on a pris ici. Voilà donc une idée générale pour les consonnes.
Pour les définitions, les significations de chaque consonne, il faut se rapporter donc à notre blog, le code linguistique.blogspot.com. Voilà donc pour les consonnes. Alors, maintenant, allons jeter un œil aussi concernant les voyelles de l'alphabet latin. Les voyelles, qu'est-ce qu'on peut dire sur les voyelles? Alors, chaque voyelle de l'alphabet latin est bipolaire. Elle a deux pôles, un pôle positif et un pôle négatif. Voilà. C'est comme ça que se présente chaque voyelle de l'alphabet latin. À quoi servent ces pôles, ces deux pôles-là, négatif et positif? Ce que nous allons voir. Voilà. Ici, nous voyons la voyelle A qui opère, qui agit sur la consonne B. Le pôle négatif, voilà, se place à gauche de B et le pôle positif à droite de B. Qu'est-ce qui va se passer? Ceci va provoquer la scission de B. On a vu A qui s'est divisé, B aussi va se diviser. Ça va provoquer la scission de B. Comme suite, le pôle négatif de A va prendre une partie de B, voilà, et ici, former le binôme AB. Voilà, c'est ce qu'on appelle dans le code linguistique une racine négative. Voilà, parce qu'elle est formée du pôle négatif de la voyelle. Ici, il va se passer la même chose. Voilà, le pôle positif va avec une partie de B et forme le binôme BA. Voilà, et ceci, c'est ce qu'on appelle dans le code linguistique une racine positive. Voilà. Tout ce schéma traduit ce que l'on voit dans les sciences naturelles, la division cellulaire, la méiose et la mitose. La division de la voyelle fait référence à la méiose. Voilà. Parce que ici, les produits sont différents de la cellule mère. Ici, A était neutre, donc A avait les deux pôles. En se divisant, chaque produit n'a qu'un seul côté. Voilà, un seul pôle. Donc, les produits sont différents de la cellule mère. B ici, les consonnes, eux, font référence à la mitose. Dans la division cellulaire qu'on appelle mitose, le produit est égal, la cellule mère est égale au produit. Voilà, le produit ressemble à la cellule mère. Exactement. Donc, ici, nous voyons que, et ça, j'ai beaucoup affirmé ça, que la langue est la notice de la nature. Alors, on va continuer. Ici, nous avons une racine négative et une racine positive. La racine négative, on l'appelle aussi racine féminine. La racine positive, on l'appelle aussi racine masculine. Nous avons donc une mère, voilà, et un père. OK? C'est pourquoi, justement, il manque une troisième racine. La troisième racine sort toujours de la racine négative. C'est comme dans le monde vivant, l'enfant qui naît toujours du côté négatif de l'humain, de maman, de la femme, du féminin. Voilà. Et voilà donc la racine négative. Voilà. C'est la racine AB qui reçoit N en son milieu. Nous avons donc la racine ANB. Et ceci, c'est ce qu'on appelle alors
une racine neutre. Voilà. Ça fait référence aussi à la nature parce qu'un enfant peut être une fille ou un garçon. Voilà. Et donc, on parle ici de racine neutre. Et voilà, ceci, c'est la famille de base de la langue. La famille de base de la société linguistique. Et nous voyons que elle est la notice, l'image exacte de la famille de base dans le monde animal. Dans le monde animal, chez les lions, on aurait un lion, une lionne et un lionceau. Voilà. C'est aussi la famille de base dans le monde végétal. On a un papayer mâle, un papayer femelle, et ici on a la papaye, le fruit. Et voilà, c'est aussi l'image, bien sûr, de la cellule de base de la société humaine. Voilà, papa, maman et l'enfant. Une fois de plus, la langue est la notice de la nature. Voilà. Et il y a plus d'explications donc dans mon blog. Il faudra s'y rendre pour lire les articles qui sont là-bas et laisser un commentaire pour qu'on en parle. Alors, donc voilà pour les voyelles. Grosso modo, voilà pour les voyelles. On voit que c'est ici qu'est né le genre dans la langue. Pourquoi dans la langue, il y a des mots qui sont au féminin, au masculin? D'où ça vient? Ça vient d'ici. L'origine est dans le code linguistique. Voilà. Ça, c'est le côté féminin, ça, c'est le côté masculin. Voilà. Et alors, dans nos langues modernes, on a oublié qu'il n'y a pas que le féminin et le masculin, mais il y a aussi le côté neutre. Voilà. Il y en a trois, toujours trois. Voilà pour les voyelles et on va continuer. Alors, après tout ce qu'on a vu, maintenant, on va aller voir comment ça se passe dans la langue, dans les mots de la langue. C'est ce que nous allons voir. F signifie porter une faiblesse. On avait vu deux définitions de F, d'accord? Deux sous-définitions de F. Il y avait porter une faiblesse et apparaître à la surface. Ici, donc, nous examinons d'abord porter une faiblesse. Porter une faiblesse. On va aller repérer cette définition de F dans les mots de la langue. C'est pourquoi alors nous choisissons le mot fil. On va voir tout ça à travers le mot fil. C'est un mot que nous prenons en exemple. Alors, le mot fil. Pour décortiquer le mot fil, il faut d'abord le diviser en racines, les racines primaires, les racines originelles. On a vu qu'il y a des racines qui sont négatives, des racines qui sont positives et d'autres qui sont neutres. Voilà. Les racines négatives, comme on l'a vu, les voyelles sont toujours placées à gauche. Les racines positives, les voyelles sont toujours placées à droite des consonnes. Voilà. Alors, on va donc diviser ce mot en racines. Il y a deux manières de diviser ce mot. La première manière, on va sortir la racine positive et la deuxième manière, on va sortir la racine négative. Allons-y. Et voilà ici donc. Fil est égal à phi plus L.
Phi, c'est une racine positive parce que nous voyons alors la voyelle qui est placée à droite. Voilà. Ça, c'est l'une des 70 racines positives du code linguistique. Et donc, en isolant la racine positive, nous avons donc le L qui est maintenant isolé en position de suffixe. Voilà. La deuxième manière, c'est ceci. Fil peut aussi être divisé comme ceci. Ici, on a isolé la racine négative parce qu'on voit I qui est placé à gauche d'une consonne. Et dans ce cas, alors, F est isolé en position de préfixe. Voilà. Donc, voilà les deux manières de séparer, de diviser un mot pour vouloir alors lire le mot, comprendre le mot selon la science du code linguistique. Bien sûr, il y a d'autres manières. Il y a des mots où on peut sortir une racine neutre, mais ici, ce n'est pas possible. Alors, une fois ceci fait, maintenant, on va remplacer chaque lettre ici par sa signification. D'accord? F signifie ici porter une faiblesse. Et dans cette signification, on avait vu les mots qui commencent par F qui portent cette signification-là. C'est par exemple ici ces mots, par les mots fins, les mots faibles, les mots éphémères, ainsi de suite. Donc ici, on va remplacer F par l'un de ces mots qui signifie porter une faiblesse, l'un de ces mots qui signifie faiblesse. D'accord? On remplace F ici. On va aussi remplacer I et L. D'accord? Allons-y. Et voilà. Donc ici, F est remplacé par fin. On a pris fin ici, on a remplacé F. OK? Remplaçons aussi I. Bon, I, on ne l'a pas vu, mais je vous donne la signification de I. Chaque voyelle a deux significations. Quand la voyelle est placée à gauche ou à droite. Voilà. Ici, I est placé à droite. Et quand I est placé à droite, I signifie actif. Voilà. On va voir que ici, quand I est placé à gauche, sa signification va changer. Chaque voyelle a deux significations, mais chaque consonne n'a qu'une seule signification. Voilà. Parfois, ça peut varier un peu, mais on se résume à une seule signification pour chaque consonne. Pour les voyelles, toujours deux significations. Donc, quand I est placé à droite d'une consonne, quand I est dans une racine positive, il signifie actif. On met actif. D'accord? Et elle signifie toujours ligne. Voilà, on verra ça plus tard. Donc, voilà un peu, on a fait les remplacements. Maintenant, on va lire ceci. On va lire ceci. On a fin actif plus ligne. On va lire ceci. Alors, dans le code linguistique, les mots ou les phrases peuvent se lire de plusieurs manières. On peut lire à partir de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. On peut même commencer au milieu, aller à gauche, puis à droite et vice-versa. Voilà. Et ici, nous découvrons un peu le mode de lecture que nous avons à travers les langues du monde. Voilà. Je crois que l'arabe et aussi l'hébreu, je crois, se lisent de la droite vers la gauche, mais le français se lit de la gauche vers la droite. Donc, nous voyons que ça vient du code linguistique. Dans le code linguistique, on trouve tout ça. Voilà. Alors, lisons de la droite vers la gauche. Nous avons ligne, actif et fin. En bon français, on va dire une ligne active fine. D'accord?
ce que nous avons ici, une ligne active fine. OK? Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Une ligne active fine. Mais c'est la définition exacte, l'explication exacte de ce que c'est qu'un fil. Nous avons un fil ici. D'accord? Donc, le mot fil ici, on a trouvé alors sa définition descriptive. Voilà. La définition descriptive du mot fil. C'est une description qui décrit l'objet que signifie ce mot. Une ligne active qui est fine. D'accord? Pourquoi une ligne active? Active, c'est parce qu'on voit la ligne. La ligne est visible, est tangible, on peut la toucher. Pourquoi le mot active? Parce que le code linguistique, en fait, a servi à éduquer le premier homme ou les premiers humains sur la Terre. Quand l'homme est apparu sur la Terre, il ne connaissait pas ce qu'il voyait. Il ne connaissait pas le monde, il ne savait rien. Voilà. Et c'est à partir du code linguistique qu'on lui a éduqué au monde. On lui a expliqué le monde. Voilà. Et donc, la chose qu'il voyait, cette chose était active. Si on détruit le fil, on la fait disparaître, on brûle et tout ça là, alors le fil n'est plus actif. Actif à la perception. Voilà. Parce qu'on l'éduquait, on le formait à travers tout ce qu'il voyait pour qu'il puisse comprendre le monde et s'approprier le monde. Donc voilà la langue qu'on avait perdue. Chaque mot explique par lui-même l'objet qu'il désigne. Chaque mot porte l'explication détaillée de l'objet qu'il désigne. Chaque mot est son propre dictionnaire. Chaque mot est un sigle, une abréviation qu'on pouvait alors dérouler pour découvrir alors la signification, la description de l'objet que désigne ce mot. Une ligne active qui est fine. C'est exactement un fil. D'accord? Alors maintenant, on va lire de la gauche vers la droite. On va commencer à fin, actif et ligne. De la gauche vers la droite, en bon français, on dira une finesse active en forme de ligne. D'accord? Et voilà, une finesse active en forme de ligne. C'est toujours la description d'un fil. Une finesse active qui est en forme de ligne. Une finesse, une petitesse, un amoindrissement qui est actif, qui est visible, qu'on aperçoit, qui est actif à la perception et qui est en forme de ligne. Nous décrivons exactement un fil. D'accord? Et là, on est bien sûr dans le monde, dans des conditions naturelles. Il s'agit, originellement, il s'agit des fils qui sont dans la nature, comme des fils des toiles d'araignée, ainsi de suite. Voilà. Donc, chaque mot décrit par lui-même l'objet qu'il désigne. Chaque mot est une notice de l'objet qu'il désigne. Voilà. Alors, on va continuer. Ici, donc, là, on avait pris fin pour F. Ici, nous prenons faible. Faible, ici. Non, on remplace F par faible. D'accord? Donc, I, c'est toujours actif, ça ne change pas. Et ligne, c'est toujours ligne, ça ne change pas. D'accord? Pour F, ça ne change pas. En fait, ça change, mais au fond, ça ne change pas parce que tous ces mots signifient faiblesse. Voilà, c'est comme des synonymes qu'on est en train d'utiliser. Donc, faible, actif et ligne.
on va toujours commencer. On commence de lire de la droite vers la gauche. On a ligne active faible. Une ligne active qui est faible. Et voilà, une ligne active faible. Effectivement, un fil dans la nature est une ligne active qui est faible. Voilà, comme le fil de toile d'araignée, les autres fils. D'accord? On va lire de la gauche vers la droite. On a ceci, une faiblesse active en forme de ligne. On décrit toujours un fil. On sort toujours une définition descriptive de l'objet que désigne le mot fil. OK. Alors, continuons. Alors, ici, donc, nous voyons ici, nous prenons cette version-là, là où on a plutôt isolé la racine négative. OK? Nous avons F ici qui est remplacé par fin. Alors, on a plus I. Et on voit que ici, I, quand I est à gauche d'une consonne, quand I est dans une racine négative, I signifie accroissement. Et nous avons ligne. D'accord? Et on va lire de la droite vers la gauche. On a une ligne croissante qui est fine. Voilà. Une ligne croissante fine, c'est toujours la description d'un fil. Un fil est une ligne croissante, une ligne continue et qui est fine. On décrit exactement ce que c'est qu'un fil. Voilà. Donc, quelle que soit la racine utilisée, la racine positive ou la racine négative, alors on arrive toujours à décrire l'objet que désigne le mot concerné. Voilà. On va lire maintenant de la gauche vers la droite et nous aurons ceci, voilà, une finesse croissante en forme de ligne. Un fil est une finesse, une petitesse, un amoindrissement, mais qui est continu, qui est croissant, qui est continu et donc en forme de ligne. Voilà, nous décrivons toujours ce que c'est qu'un fil. Et voilà donc la langue qu'on avait perdue, le côté scientifique de la langue qu'on avait perdu. Chaque mot est son propre dictionnaire. Et voilà, il y a autre chose à découvrir. Voilà. Si nous comparons les racines positives et les racines négatives, alors il y a beaucoup de choses à découvrir. Mais on ne va pas se surcharger. On s'arrête là pour aujourd'hui en ce qui est des racines positives et négatives. Alors, nous allons continuer. Et voilà, ici. La racine positive phi. La racine positive phi, qui signifie donc faiblesse active. Okay? Faiblesse active ou finesse active. Voilà. Faiblesse active. On a vu que la définition de cette racine en tant que faiblesse active se justifie dans le mot fil. D'accord? Est-ce que ce n'était qu'un hasard? On va un peu approfondir l'échantillon, voir d'autres mots qui ont cette racine positive pour voir si sa signification en tant que faiblesse active, voilà, va toujours se justifier. La racine dans les mots des langues. Voilà, on va voir quelques mots seulement.
Donc, phi signifie faiblesse active, finesse active. D'accord. Allons-y en français. On va voir quelques mots en français. Prenons le mot fièvre. OK? Fièvre. Voilà, qui commence par phi. Dans ce mot, phi signifie faiblesse active. OK? Sans définir les autres caractères, mais déjà, on constate que cette définition se justifie dans le mot fièvre. Une fièvre, c'est une faiblesse qui est active. Voilà. On commence à grelotter, on ne peut pas travailler, il faut dormir et tout ça, on a des frisons. Une faiblesse qui est active. On voit que cette racine se justifie. D'accord? On va continuer. Fille. Bon, ce n'est pas contre les filles, hein, mais voilà. Les filles. La faiblesse des filles. On voit que la racine phi, qui signifie faiblesse active, se justifie dans le mot fille. Les filles sont faibles physiquement. D'accord? On continue. Ficelle. Ficelle, c'est comme un fil. Voilà, donc ça se justifie bien. Une faiblesse, une finesse qui est active. On continue. Fibre. Voilà, fibre, c'est comme fil, comme ficelle. Ça se justifie. Faiblesse active. Donc, voilà un peu. On voit que cette racine originelle, cette racine masculine originelle se justifie bien dans beaucoup de mots. Alors, les langues modernes, c'est des langues qui ont évolué. Et en évoluant, ils se sont écartés du code linguistique. C'est pourquoi ce n'est pas tous les mots français ou anglais, les mots de langue moderne, qui commencent par phi, qui verront se justifier alors cette définition. Voilà, malheureusement. Mais les mots qui sont plus anciens ou les mots des choses naturelles, donc qui sont aussi anciens, alors qui n'ont pas grandement évolué, dans ces mots-là, les racines se justifient toujours. Par contre, dans les langues anciennes, les langues qu'on appelle aujourd'hui les langues anciennes, qui n'ont presque pas évolué, alors dans l'essentiel de leurs mots, le code linguistique se justifie toujours. Voilà. D'ailleurs, on va aller chercher une de ces langues anciennes. Voilà. C'est la langue Sundi. La langue Sundi, c'est une langue Congo qui est parlée en Afrique centrale, au sud du Congo. C'est la langue qui a permis à décoder le code linguistique, à redécouvrir le code linguistique, à décoder l'alphabet latin. Voilà. Alors, voilà, le Sundi, voilà le mot qu'on a. Phi qui signifie infime, fie signifie état infime, fioti qui signifie petit, fio qui signifie infime proche, fina rendre infime, fieta amoindrir. Et il y a beaucoup d'autres mots, des milliers de mots. Voilà, nous voyons que dans cette langue, la racine originelle, la racine masculine originelle phi, l'une des 70 racines positives du code linguistique, alors dans cette langue, cette racine se justifie. Se justifie. Voilà. Donc, voilà un peu ce que c'est les racines originelles, les racines primaires du code linguistique dans les langues. Alors, ici, disons que la langue universelle n'a pas été totalement perdue. Elle est encore portée par les racines originelles du code linguistique dans les mots des langues. Voilà, dans les mots des langues. C'est ce qu'on vient de voir ici.
les racines originelles du code linguistique dans les mots de langue nous montrent la langue universelle qu'on a perdue. Cette langue est encore portée par les racines originelles du code linguistique. Elle est portée par le code linguistique. Et c'est ce qu'on voit ici. Dans la langue française et aussi dans le latin, parce que tous les mots de langue française, en fait, beaucoup de mots viennent du latin. Et dans le latin, alors, c'est même mieux qu'en français. Le code linguistique se justifie. Et donc, nous voyons que en français, en latin et en soundi, en Afrique, la racine phi dit la même chose, dit exactement la même chose. Et dans les autres langues aussi, alors, cette racine dit la même chose. Voilà. Ici, ce n'est qu'un échantillon. Dans le blog, il y a 2 articles qui ont pour titre « À l'école des langues anciennes ». Quand vous les lirez, alors vous allez voir les déploiements du code linguistique dans une langue ancienne. Et là-bas, ce n'est pas le Sundi, mais le Lakondan, une langue maya des Amérindiens du Mexique. Voilà. Alors, allons-y, on va continuer. Ce que nous avons vu jusque-là, on a vu l'une des 2 sous-définitions de F. On avait dit que F signifiait apparaître à la surface. F signifie aussi porter des faiblesses. D'accord? Alors, jusque-là, on a vu porter des faiblesses. OK? Cette fois-ci, on va voir apparaître à la surface. Parce que F signifie aussi apparaître à la surface. Alors, c'est vrai que porter des faiblesses et apparaître à la surface, ça se passe au même moment. C'est le même individu qui qui manifeste ces 2 concepts, mais il y a des mots dans la langue ou dans les langues où alors l'aspect apparaître à la surface prend un peu le dessus. Voilà. Et on va voir donc ces mots-là, ou au moins un de ces mots. Et voilà. Ici, on est en train de remplir un fût, un tonneau. Voilà. On renverse de l'eau. L'eau commence en bas ici et va suivre la flèche, va monter jusqu'à apparaître ici, à la surface. Et quand l'eau apparaît à la surface, qu'est-ce qu'on dit? Voilà. On dit c'est plein. Quand le flux apparaît à la surface, on dit c'est plein. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un mot qui dit la même chose, mais qui est aligné en F? Voilà, ce genre de mot existe. Ce genre de mot existe. Et ici, j'ouvre une parenthèse. Dans le code linguistique, le mot plein se justifie aussi. Il commence par P et qui signifie plein. Et ça, c'est autre chose. Je ferme la parenthèse. Pour l'instant, on est dans F. Alors, il y a bien sûr ces mots-là qui commencent par F et qui signifie plein, donc qui traduit le fait d'apparaître à la surface. Voilà, on peut aller chercher un tel mot. Voilà, donc ce mot doit traduire le fait d'apparaître à la surface et doit commencer par F. D'accord? C'est le fait d'apparaître à la surface qui va justifier ici le fait d'être plein. Alors, allons-y. Ce mot, c'est full en anglais. En anglais, full signifie plein. Et voilà, et ça, c'est un mot qui traduit bien le fait d'apparaître à la surface. Voilà. Pour avoir la plénitude ici, alors le flux est parti du bas
et monter jusqu'à aller apparaître à la surface. Apparaître à la surface. Full. Voilà. Le mot anglais full. On peut aussi trouver le même mot en sundi. Voilà. En sundi également, full signifie plein. Le même mot. Full signifie plein. Voilà. Et ici, nous avons une fois de plus la langue universelle. Voilà, il y a même les mots qui sont les mêmes, exactement, et qui signifient la même chose et qui se trouvent dans des langues alors qu'on ne met jamais dans la même famille. Parce que ici, les langues Congo, les langues Bantou, on est en Afrique, alors que l'anglais, on est en Occident. L'anglais fait partie des langues indo-européennes. Voilà. Et le Sundi, alors, n'en fait pas partie. Et pourtant, il y a beaucoup de mots, des milliers de mots qui sont comme ça, les mêmes mots qui disent la même chose. Je dirais par exemple, quand les Anglais disent yes, on dit yeah. Voilà. C'est la même chose. Voilà. Il y aura un article comme ça qui va ressortir les parentés des langues, qui va montrer que, en fait, on dit la même chose, quelle que soit la langue, quel que soit le pays. Et voilà donc, foule qui signifie plein. Alors, si nous continuons, si on décortique, on sépare foule ici, là, on sort les racines, on divise en racines. Voilà, on a ceci. Ici, on a isolé une racine négative qui est UL et F ici qui est resté en position de préfixe. Voilà. Alors, F ici, on sait que c'est faible, c'est fin, fine et tout ça là. Et donc, c'est aussi flux. Un flux est toujours voilà, faible. Un flux, c'est ce qui afflue, comme affluer à la surface de la Terre. Tout ce qui afflue à la surface de la Terre, on a vu que ils sont faibles. Voilà. Ils sont faibles. Ils sont éphémères. Et donc, ce sont des flux. Les flux sont toujours faibles et éphémères dans la nature. Ce qui fait que F peut aussi se traduire par flux. Voilà. Donc ici, on a un flux. C'est donc ce flux-là qui est parti ici pour aller apparaître là-bas à la surface. Et UL. La racine UL est l'une des 70 racines négatives du code linguistique. Sa définition, c'est expansion des lignes. Voilà. Ça, quand vous voyez dans le blog l'article sur les tables du code linguistique, c'est expliqué là-bas. Là-bas, vous verrez toutes les 70 racines négatives, les 70 racines positives, les 70 racines neutres. Donc, cette racine signifie expansion des lignes. Et si on associe cette définition avec la signification des F, on a donc un flux, voilà, ou une faiblesse, okay, un flux faible, qui fait une expansion de ligne, qui se répand en suivant une ligne. Voilà, donc c'est ce flux qui a commencé ici, qui est monté en ligne droite jusqu'à la surface. Voilà. Et donc, on voit que le mot fil, voilà, explique bien ce que c'est qu'une plénitude. Le fait d'être plein, d'être rempli jusqu'à la surface. Le mot fil explique cela. C'est comme le mot fil qu'on a vu plus haut. Le mot fil porte l'explication descriptive de ce qu'il désigne. Voilà. Le mot foule nous dit que
Ce mot parle d'un flux qui se répand. Voilà, qui se répand jusqu'à aller apparaître à la surface. Flux d'expansion des lignes. Expansion des lignes en forme de flux. Voilà. Ça y est, voilà une fois de plus la langue qu'on avait perdue. Voilà ce qui explique la confusion de langues qu'on parle dans le livre la Bible. La Bible chez les chrétiens qui parle de la confusion des langues. Et ici, là, on peut, avec le code linguistique, on peut démontrer cette confusion des langues-là. On peut facilement faire émerger, ressortir à travers toutes les langues qui sont sur la terre, on peut ressortir la langue universelle. Elle est portée par la signification de chaque lettre, la signification de chaque racine.